Bonjour Marcel, bienvenue pour une nouvelle causerie à Lyon. Et me revoilà à Lyon, en effet. On va faire une causerie sérieuse aujourd'hui. Sérieuse, vraiment? Oui, on va parler de Serious Game. Ah, tu veux dire de fun learning? De fun learning. Ah, nouveau concept. Ah oui, écoute, si on dit serious game, moi je crois que je peux dire aussi fun learning, c'est-à-dire réintroduire un peu le plaisir, l'émotion, l'affectivité dans le jeu. C'est de cela qu'il s'agit, non? Alors oui, de choses autour de l'apprentissage. Parce que souvent, dans l'origine, on regarde, on discute, les gens, on choque, enfin en conférence, je ne sais pas si c'est arrivé, ça choque les gens en disant, voilà, on doit introduire du ludique, de l'intérêt à nos formations, il ne faut pas que ça soit trop de la contrainte. Et ça, souvent, les gens, dans leur conception, la formation doit être quelque chose de contraignant. On doit apprendre les tables de multiplication par cœur. 2 x 2, 2 x 3, 6, etc. Mais ça peut se faire aussi de façon ludique, amusante. Aux États-Unis, il y a des collèges, ils font ça sous forme de rap, des choses comme ça. Donc, on travaille sur de nouvelles notions. Ah oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on regarde un peu le concept d'institution scolaire, on se rend compte très vite que il s'agit des choses sérieuses, il s'agit de choses formelles, il s'agit, tu te souviens des behavioristes finalement qui parlaient de récompense, mais aussi de punition, il faut répéter, etc. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, si on pousse un peu le concept, on se rend compte que nos jeunes, dans l'univers qui est le leur, ils sont plus tellement amusés pour aller à l'école, etc. Et donc, moi je trouve que dans ce concept-là, de réintroduire le jeu, c'est-à-dire par exemple des rôles, même avec des jeux non électroniques, on pense aux jeux d'échecs quelque part, mais aux jeux d'échecs on devient le roi, on devient le fou du roi, on a des mouvements, il y a des trajectoires, il y a des stratégies à mettre en place, il y a du défi quelque part, il y a des situations imprévues, comme dans les serious games, tu as tout à coup un incident qui intervient dans l'entreprise, ou bien dans le pilotage de l'avion, tout à coup panique à bord, etc. Et donc il y a vraiment cette idée de défi. Et peut-être une idée qui pourrait être associée aussi, c'est l'idée finalement d'erreur. L'erreur, et tu disais aussi tout à l'heure, cette école un peu sévère, rigide, etc. Mais c'est vrai qu'on a instauré que l'erreur était quelque chose à pénaliser, à punir, à ne pas faire absolument, alors qu'on se rend bien compte que dans la vie courante, nous faisons parfois des erreurs et surtout nous apprenons de nos erreurs. Et donc finalement cette idée d'apprentissage par essai-erreur, moi je considère que c'est quelque chose de vraiment très important, si tant est qu'on veut que les apprenants construisent leurs connaissances. S'ils veulent qu'ils construisent leurs connaissances, c'est normal, ils sont apprenants et je crois que le participe présent est important, ils sont en train d'apprendre et donc réinstaurer ces parties d'émotion, de rôle, de défi, etc. C'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Tu parlais d'essais-erreurs tout à l'heure. Il y a des endroits où dans la formation ou dans la pratique, tu n'as pas le droit à l'erreur. Je pense notamment à la médecine. Et d'avoir des simulateurs où si le patient virtuel est en train de mourir, on a fait une manip, on peut l'analyser, on n'a pas le stress sur le coup à faire. Donc on apprend à gérer ces protocoles, des choses comme ça, et sans le stress. Si tu avais une définition à donner du serious game, la tienne, ça serait laquelle? Écoute, c'est compliqué, le jeu sérieux, oui, mais écoute, je pense que trouver une définition en 3 mots, etc., déjà on a mis 2 mots, serious game, moi je préfère dire parfois fun learning, comme je l'ai dit, mais je pense qu'il faudrait regarder un peu ce qu'on entend à l'heure actuelle par fun learning, c'est héritier de quoi? Alors, c'est héritier évidemment de plusieurs choses. C'est héritier du jeu. Tout simplement, il y a game, c'est le jeu. J'ai parlé des rôles, des règles, etc., de l'idée de défi. Mais alors, sont venus très vite dans les années 80 ce qu'on appelait les logiciels de simulation. Et simulation, ça disait bien ce que tu voulais 3D, dire. Mais on n'était pas encore en 3D en 1980. Mais ce qui était important, c'est qu'on pouvait changer des paramètres, voir si on augmentait tel paramètre, qu'est-ce que ça fait sur le résultat, etc. Bien sûr, moi je me souviens des tout vieux jeux de rôle, tu te souviens, où les actions devaient être encore tapées par des codes, etc. Il y avait un jeu, c'est Sigmund avec la tortue. Oui,
ça. Exactement. Donc l'idée de Seymour Papert, voilà, donc, le logo, le langage logo, ce genre de choses. Puis tout ce qui est survenu, parce que pour moi, dans le serious game, c'est pas le jeu individuel, c'est aussi le jeu collaboratif. Et là, évidemment, on a une réintroduction de paramètres qui touchent au relationnel et de nouveau à l'affectif, à la motivation. On en parlera tout à l'heure. Et donc, je pense que le serious game, finalement, c'est une sorte de coalition entre ces jeux de simulation, ces jeux de rôle, ces outils, finalement, collaboratifs, interactifs, qui permettent, évidemment, de donner des ampleurs aussi. Parce qu'on me dit souvent, oui, mais ça existait déjà il y a 15 ans, on parlait des... même avant, oui, mais, les jeux de rôle papier, tu devais gérer une entreprise, mais je les écoles de commerce, les jeux d'entreprise, ce genre de choses. Mais un jeu d'entreprise autour d'une table, tu peux mettre 10 intervenants. La gestion d'une ville, tu mets 7-8 étudiants. Mais avec l'Internet là derrière, tu peux commencer à mettre des milliers de personnes qui vont être tes concitoyens, dont tu vas être le maire, dont tu vas être le gestionnaire des voiries, des réseaux d'apprentissage, etc. Tu te souviens de ce jeu, la SimCity, qui était déjà une sorte de jeu emblématique. Alors il y a aussi, tu les as cités, les patients virtuels. Et tu avais commencé en disant, oui, mais bon, quand même, il y a des professions où l'erreur n'est pas permise. Ton médecin, s'il fait une erreur avec toi, t'es pas tout à fait content. Non. Je pense que là, il y a une confusion de la fin et des moyens. La fin, c'est-à-dire la finalité, c'est que l'étudiant devienne un expert qui est très averti du contexte, etc. Mais le moyen pour y arriver, le moyen, c'est la méthode, c'est le chemin, etc. Il peut être parsemé d'embûches. D'ailleurs, nos pilotes d'avion sont formés aussi sur des simulateurs. Il est vrai que si jamais un jour, quand tu pars dans tes lointains voyages, le pilote dit, vous savez, c'est mon premier vol, j'ai tout appris sur simulateur de vol, tu vas demander, madame, où est la sortie, quoi. Peut-être. Mais ce n'est pas le seul moyen. Et donc, encore une fois, il faut revoir le serious game dans toute une panoplie complète qui vise à l'apprentissage et au développement de compétences. Oui, je suis d'accord avec toi sur cette définition large. Et pas la définition américaine, c'est tout ce qui tourne. Les serious games, c'est ce qui a été fait avec l'industrie du jeu, avec les technologies du jeu. Moi, je pense que c'est un peu plus large que ça. C'est plus large, je crois que c'est vraiment l'héritier de toutes sortes de courants. Un point qui me paraît très important, c'est vraiment le point de la motivation. Le fait d'être motivé. Et pour toi, c'est quoi les différents paramètres de motivation dans un jeu ? Je crois que les différents paramètres de motivation dans un jeu, c'est grosso modo les différents paramètres de la motivation. Ça a été bien décrit par des pédagogues comme Villot, tu sais, du Québec, etc., qui disent, dans la motivation, il y a tout d'abord la valeur de la tâche. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait faire aux étudiants des exercices d'école ou alors des entreprises qui touchent beaucoup plus à des notions socio-professionnelles, donc des ancrages dans le contexte, qui ont du sens. Parfois, malheureusement, le formel de l'enseignement éloigne les étudiants du sens. Monsieur, à quoi ça sert ce que vous nous enseignez? Donc, valeur de la tâche, sentiment de compétence, le fait qu'on devient de plus en plus compétent. On m'énerve un tout petit peu quand on parle de cette compétence comme quelque chose à atteindre à l'école une fois pour toutes, alors que les experts savent bien qu'on devient compétent un petit peu plus chaque jour. Et donc il y a ce cheminement, ce sentiment de compétence naissante qui est là. Un autre point important qui a été mis en évidence, c'est également la perception du contrôle. Dans la classe, les étudiants me disent, voilà, à l'examen, il faut faire ça, il faut connaître ça, et l'examen va se passer comme ci, comme là. L'étudiant n'a pas de contrôle là-dessus. Par contre, dans un jeu, il peut effectivement contrôler les paramètres, etc., définir les cheminements, c'est-à-dire, je dois réorganiser une entreprise en faillite, moi je vais essayer de faire telle chose avec mon équipe, etc., etc. Donc, ces trois éléments... Il y a une autre chose aussi, moi je trouve intéressant dans les serious games, c'est la créativité. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de suivre systématiquement un scénario préétabli à l'avance. Il y en a qui sont assez bien faits, où tu peux te balader dans des environnements, dans des univers. Tu n'es pas obligé de suivre les autres, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde, tu peux laisser
Tu laisses ta place à ta créativité qui est propre. Alors là, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça complète bien. Donc, ces pédagogues parlent de la tâche, de la compétence, du contrôle. Et ils ajoutent deux choses qui sont importantes. Les degrés de liberté, et tu viens d'en parler, donc le choix. Et un autre qui n'est pas moins important, qui est la notion de défi, de challenge. D'y arriver. Par exemple, tu sais, les pédagogues comme Paris et Turner, pour la motivation, ils parlent toujours des 4 C. Alors, le premier C, c'est ce qui concerne le choix, choice. Le deuxième C, c'est ce qui concerne le défi, challenge. Le challenge. Oui, le défi, hein. Bon, t'as bien compris, hein. Bon. Alors, le troisième C, c'est le contrôle. Et le quatrième C, c'est la collaboration. Alors, les 4 C, je trouve qu'ils se retrouvent excellemment bien dans les serious games, que je vois vraiment comme une coalition finalement de différents courants visant à rendre nos enseignements plus effectifs, plus proches de la notion de compétence dont on parle à tout crin. Qu'est-ce que c'est une compétence? C'est exploiter, c'est agir sur des ressources dans des contextes donnés. Le jeu crée les contextes, l'activité elle est promue par le jeu, reste la question des ressources. Les ressources, qu'est-ce que c'est? C'est les savoirs. Et donc, quelque part, dans le jeu, ne pas oublier non plus que le jeu est un moyen pour faire acquérir et manipuler des savoirs. Alors, si le jeu, c'est simplement faire jouette, c'est-à-dire changer des trucs, oh là là, ça change, j'ai bougé, ça change, je crois que ce ne sera pas suffisant. Pas bien loin, Et donc, la finalité, c'est vraiment que l'étudiant reçoive un bagage de savoir, de savoir-faire, et peut-être de savoir-être, c'est-à-dire d'attitude relationnelle, de comportement. Oui, il y a beaucoup qui travaillent des serious games sur le comportement, la relation clientèle, des choses comme ça. Oui. Par contre, souvent dans l'idée des gens, le serious game est lié à un certain type d'enseignement supérieur, au moins au lycée. Mais très petits, les jeunes, ils peuvent apprendre les enfants en s'amusant, enfin, surtout à la maternelle ou choses comme ça. Mais ça, c'est une grosse inquiétude de ma part. Je trouve que quand tu as vu des petits-enfants, tu as des enfants, j'ai des petits-enfants, eh bien, on les voit apprendre en jouant. Ils vont toucher, ils vont manipuler, etc., etc. À 6-7 ans, ils deviennent curieux de l'environnement, ils sont en éveil scientifique. Et le gros problème, c'est qu'ils arrivent à 13-14 ans plus intéressés par la démarche scientifique, etc. Est-ce que l'école, finalement, telle qu'elle est conçue, avec son caractère formel, institutionnel, les savoirs qui sont omnipuissants quelque part, est-ce que ce n'est pas trop? Et j'insiste beaucoup là-dessus. Je ne suis pas contre, je l'ai dit tout à l'heure, le but du jeu, c'est d'acquérir des savoirs. Encore une fois, les savoirs sont une finalité, les chemins sont sans doute le jeu, mais il ne faut pas intervertir quelque part les choses en disant que les moyens, c'est accumuler des savoirs, et finalement, la finalité, c'est d'enfin, à 20 ans, à 22 ans, pouvoir manipuler ces savoirs dans des situations. Quand je t'arrête, Marcel, il y a un gros problème par rapport à tout ça, c'est le coût. Parce que faire un bon serious games, c'est très cher, quoi. Donc ça, et donc du coup, c'est pas assez répandu dans les enseignements en général. Nous, on en a que 3 ou 4 à l'université. C'est quelque chose d'assez rare encore. Dans ton université, tu en utilises beaucoup? On utilise très peu, mais c'est vrai qu'on a mis à l'heure actuelle le serious game à un très haut niveau, hein, et c'est très bien, hein, avec des avatars, des mondes en 3D, etc. C'est très bien. Encore une fois, mon avis, c'est que cette recherche est tout à fait utile, ces développements dressent des pistes, etc. Mais je pense qu'on peut faire des serious games avec des choses relativement simples également. Une autre chose que j'ai envie de dire sera peut-être une petite boutade de fin, mais comme dit le proverbe, si l'intelligence coûte trop cher, essayons l'ignorance. Ah ouais? Bah oui. D'accord, on va rester sur cette boutade de fin. Peut-être. Bon, on va aller jouer avec nos petits Ah oui, on va tester le petit truc là. D'accord. Très bien. Merci Marcel. Salut Christophe.